et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État a eu un entretien avec l'émir du Qatar. Notre actualité nationale à la une, mise en service du nouveau taxi aéroportuaire. Et enfin, sur la scène internationale, les États-Unis retirent les FARC de leur liste noire. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur cette édition de 22h. Le journal au complet, à présent, comme mentionné dans le titre, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont, dans une audience au sommet, point d'orgue de la visite de 48 heures qu'effectue depuis hier le chef de l'État, djiboutien à Doha, fait état de leur volonté conjointe de propulser une dynamique nouvelle aux relations d'échange et de solidarité entre les deux pays et les deux peuples frères. Au cours de ces entretiens qui eurent lieu ce mardi au Palais Royal de Doha, le chef de l'État et l'émir du Qatar ont émis les instructions nécessaires à la réalisation d'un rythme efficient d'exécution de partenariats stratégiques et étendus à tous les secteurs d'activité économique et sociale entre les deux pays et les deux peuples. Ils se sont également prononcés en faveur du renforcement des cadres d'interaction, de concertation et de dialogue entre les deux pays en vue d'identifier de pôles nouveaux de coopération mutuellement bénéfiques pour les deux États et les deux populations. Sur ce point précis, les consignes d'ores et déjà données à signe les chefs de diplomatie de Djibouti et de Qatar d'instaurer dans leurs pays respectifs des comités multisectoriels chargés d'élaborer des projets fructueux de coopération entre les deux nations, notamment dans le domaine des investissements. L'audience entre le président Guelleh et l'émir Tamim bin Hamad Al Thani servit par ailleurs d'opportunité à l'évocation de plusieurs autres thématiques d'intérêt commun pour les deux nations et portant sur des problématiques à l'ordre du jour, aussi bien dans le monde arabe qu'à l'échelle internationale. A noter qu'à l'issue de ces entretiens, le chef de l'État a invité l'émir du Qatar à effectuer une visite officielle à Djibouti. La République de Djibouti et l'État du Qatar entretiennent des relations privilégiées, fruit des liens anciens, tissés par le fil de l'histoire, de la culture, de la souscription commune à un socle important de valeurs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Qatar, son Excellence M. Daïb Douab Roble, et le directeur du département arabe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Douale, accompagnent le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre de ses déplacements à Doha, au Qatar. Dans une interview à la télévision nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, a affirmé que cette visite de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, est venue en réponse à l'aimable invitation de son Altesse l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les détails avec M. Samatar. نذكر أولا أن هذه الزيارة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي إلى دولة قطر. Dans une interview déclarée à la télévision nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, a affirmé que cette visite de son Excellence, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, intervient suite à l'invitation de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Au cours de cette visite, le président a assisté, a-t-il dit, à la séance d'ouverture de la Coupe d'Arabe sous la supervision de la Fédération internationale des associations de football, la FIFA. Le ministre des Affaires étrangères a noté que le numéro 1 djiboutien a été reçu ce matin par l'émir du Qatar. Au cours de cette rencontre, les questions intéressantes de deux pays frères ont été abordées, ainsi que le développement des relations bilatérales dans le domaine de la coopération. Tout d'abord, l'aspect d'investissement entre les deux pays et la manière de se concerter ont été envisagés, a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie djiboutienne, notamment les énergies renouvelables, l'hôtellerie, le tourisme et les infrastructures. Nous savons que l'État du Qatar a les capacités pour mener à bien ces domaines en toute confiance. Parlant de main-d'œuvre, le ministre a dit, dans un aspect important qui a également été examiné et évoqué, c'est l'exportation de la main-d'œuvre djiboutienne vers l'État du Qatar. Cet aspect existe, mais le nombre actuel est estimé à 300 personnes et nous cherchons à augmenter ce nombre.
L'autre enjeu important est l'éducation, puisque le ministre djiboutien de l'Éducation nationale a signé un accord il y a 2 ou 3 mois, et maintenant nous cherchons à étendre cette coopération à l'enseignement supérieur. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a affirmé que le président de la République et l'émir du Qatar ont évoqué au cours de cette rencontre fructueuse la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'éducation. Je vous le disais dans le titre, sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le syndicat des propriétaires des taxis, en présence de leur partenariat, ont inauguré aujourd'hui les taxis aéroportières. Une première à Djibouti pour cette initiative novatrice, ces taxis aéroportières s'inscrivent dans le cadre d'une redynamisation globale de ce secteur des transports urbains, selon le président du syndicat des propriétaires de taxis, M. Moussa Hussein Idriss, qui estime son souhait d'élargir ce programme à l'ensemble de la mobilité urbaine à la ville. Ces nouveaux taxis de marque Toyota Rush sont au nombre de 21 véhicules, répondent à la norme internationale de luxe et de confort des taxis aéroportuaires, équipés de la connexion d'Internet sans fil et sont destinés à l'usage exclusif à l'aéroport international de Djibouti. Ils ont été financés par le Fonds de garantie partielle en étroite collaboration avec Exim Bank et la douane. La mise en service de ces nouveaux taxis aéroportières devrait améliorer la qualité d'accueil des visiteurs et des touristes étrangers, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Rappelons que cette action novatrice, son précédent, est une initiative du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour moderniser le transport urbain, en premier lieu les taxis aéroportières. A noter également dans ces actions nobles, le parc de taxis de l'aéroport a été réhabilité. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, du directeur général de Air Djibouti, Abdelrahman Ali, le président des syndicats taxis, M. Moussa Hussein Idriss, et la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatima Awale Ousmane. Le directeur général d'Exim Bank et le directeur général de la douane ont également pris part. Ces derniers sont des partenaires officiels qui ont énormément contribué à la réalisation de ce projet. Les membres du gouvernement, des hauts responsables civils et militaires ont également participé. Le directeur général d'Exim Bank a dans son intervention expliqué les efforts de collaboration effectués entre les institutions concernées pour la réalisation de ce projet. Écoutons. Ce projet que vous voyez ici est le fruit de la vision du chef de l'État qui a voulu doter de notre aéroport d'un système de transport qui est aux normes internationales. Les taxis que vous voyez ici, les 21 véhicules, ont été garantis par le fonds de garantie à hauteur de 60%. Ce genre de participation des autorités institutionnelles est l'exemple que nous, les institutions financières de la place, nous pouvons financer tous les projets qui sont possibles. Seul, il sera difficile de prendre le risque et d'avoir des résultats comme ça, mais nous sommes convaincus qu'avec l'apport de tout le monde, on peut arriver à faire des grandes choses. Tous les partenaires que j'ai cités ici devant, leur travail s'arrête aujourd'hui. Mais pour nous, vous et la banque, notre travail commence aujourd'hui. Donc grâce à notre collaboration et avec l'appui de tout le monde, vous comprenez qu'il n'y a qu'une seule option dans ce projet, c'est la réussite. La maire de la ville de Djibouti, Mme Fatima Awale Ousmane, s'est réjouie de la mise en service de ces taxis qui sans doute contribueront à la modernisation des services auxiliaires de l'aéroport. Je suis particulièrement heureux ce matin car la cérémonie qui nous réunit constitue non seulement une étape importante dans le processus de modernisation du sous-secteur de transport terrestre, mais elle marque surtout la volonté de transformer la première vitrine de notre pays à travers l'amélioration de la mobilité urbaine. Je voudrais rappeler que j'ai été cadre du ministère de l'Équipement et des Transports et toute initiative novatrice dans ce sous-secteur est une source de motivation
et de fierté pour moi. Mesdames et messieurs, je suis aussi heureuse à 3 titres. En premier lieu, je note d'abord que la mise en service de la société de taxi aéroportière de ce jour contribue à l'amélioration de la mobilité urbaine et des services offerts à nos concitoyens et à nos visiteurs dans notre capitale. Ensuite, elle participe à la promotion de l'auto-emploi car la société de transport aéroportière est issue à 100% de la société civile et rassemble les conducteurs de taxi œuvrant déjà au sein de l'aéroport international de Djibouti. De la sorte, les associés auront de meilleures conditions de travail et de vie. Enfin, je note que la qualité du parc automobile mis en service ce jour devrait limiter de façon significative la pollution. En effet, il s'agit de véhicules neufs, mais donc moins polluants que le véhicule déjà amorti auquel nous avons été habitués jusqu'ici. Je n'ignore pas que le transport urbain est un secteur pourvoyeur d'emplois qui occupe une place de choix en ce qui concerne les facteurs d'amélioration de l'économie locale. Le ministre de l'économie et des finances a mis en exergue les efforts consentis du gouvernement en matière de rénovation des systèmes de transport urbain. Écoutons le ministre. Je suis très heureux aujourd'hui de participer à la mise en service des taxis de l'aéroport, d'autant plus qu'il y a seulement quelques jours, nous avons pu débloquer dans le cadre du plan national de solidarité et ayant trait aux conséquences du Covid-19 sur les petites activités, les micro-entreprises, quelques 92 millions de francs Djibouti à plus de 650 propriétaires de taxis et chauffeurs impactés par ce Covid. Aujourd'hui, c'est un autre événement, toujours avec les mêmes acteurs, en participant à ma qualité de ministre de l'économie et des finances et en charge donc de l'institution de garantie partielle de la République de Djibouti, le financement de 21 taxis qui changeront les paysages de l'hospitalité en République de Djibouti, en particulier de l'aéroport de Djibouti, pour les visiteurs et invités extérieurs de Djibouti, qui jouiront désormais donc des services de qualité. De façon plus générale, dans le cadre de notre stratégie nationale de développement, appelée Djibouti ici, récemment donc adoptée en Conseil des ministres, le secteur du tourisme et son développement sera un des principaux secteurs de concentration dans notre programme de diversification économique et donc des opportunités d'emploi offertes à nos compatriotes. Quant au Premier ministre, il a salué ce projet qui va permettre de rendre haut et fort avec fierté l'hospitalité djiboutienne lorsqu'il s'agit des visiteurs et des investisseurs étrangers. C'est avec un sentiment de satisfaction que je prends part à cet événement des remises des clés des 21 véhicules aux 21 membres bénéficiaires de la société de taxi. Il s'agit d'un projet assez complexe qui unit plusieurs acteurs, mais dont l'aboutissement présage à une réussite. Le président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a personnellement encouragé la mise en place du Fonds de garantie partielle des crédits, qui est opérationnel depuis le mois de février 2020. Et le gouvernement mise beaucoup sur cette institution afin qu'il serve de support de soutien aux projets porteurs qui ne peuvent pas jouir d'un financement adéquat, faute de garanties suffisantes. Cette institution s'attelle à apporter au sein du paysage des institutions de crédit des réponses aux projets qui répondent à un besoin de développement avec un impact positif majeur sur l'économie nationale. Les garanties qu'il couvre concernent tous les types de secteurs d'activité, aussi bien destinés aux nouvelles créations,
tout comme aux entreprises en développement. Les banques classiques ont tendance, certes, à faire preuve de beaucoup de prudence en matière d'octroi des crédits aux personnes physiques et morales, porteuses de projets innovants, viables, mais ne disposant pas de garanties substantielles. Cette institution se positionne pour privilégier ces projets et rassurer les banques commerciales pour le partage des risques. Le ministre des Finances et de l'Économie nationale vient de nous énumérer les projets déjà soutenus par cette institution qui est appelée à accentuer ses interventions dans les années à venir. Je note avec optimisme que malgré la crise de la Covid-19, 49 garanties ont été assurées pour un volume total non négligeable de plus de 200 millions de francs Djibouti de crédits accordés. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir la paix et la cohésion, la commune de Balbala a organisé ce matin une cérémonie de remise de certificats de mérite dans le cadre de la promotion des valeurs de la paix, la salle des festivités du complexe Al-Rahma à Balbala. La cérémonie des remises des certificats de mérite s'inscrit dans le cadre de la nécessité de promouvoir la paix, les valeurs de fraternité et de cohésion sociale. La cérémonie a vu la participation du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour, le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Oulouf Ismail, la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awala Ousmane, le général des corps armés, M. Général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Bilil, le président de la commune de Balbala, M. Idriss Bachir, et la vice-présidente de la commune de Balbala, les députés des parlementaires et la société civile. La cérémonie s'est clôturée avec une série de remises des certificats de mérite pour les personnels qui ont travaillé à la promotion des valeurs de la paix de la commune de Balbala et s'est clôturée avec une photo de famille. Autre actualité, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, dans son allocution, remercié toutes les personnes qui ont pris part à cette rencontre. La tenue de cette rencontre revêt un véritable symbole, un plus d'un titre. Les détails avec Samatar Saïd. Le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a dans son allocution remercié toutes les personnes qui ont pris part à cette rencontre. La tenue de cette rencontre revêt un véritable symbole, à plus d'un titre. Je suis fermement convaincu, a-t-il déclaré, que l'implication des membres du gouvernement, chefs traditionnels et surtout de la société civile, travaillant en communion d'arrache-pied pour l'image des fraternités, de solidarité, d'union et de paix qui a toujours caractérisé le peuple djiboutien, a été un franc succès. Je sais que le peuple djiboutien est un peuple de paix, qu'il a toujours primé la paix au-dessus de toute chose. La République de Djibouti a toujours été un modèle de paix et de cohésion grâce à notre président, son Excellence Ismaël Merguele, et un exemple pour les pays de la sous-région, a-t-il déclaré le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan. Vous tous qui sont ici, votre rôle a été plus que déterminant dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Vous avez été, a précisé le ministre, l'ambassadeur de la paix. L'histoire de notre pays nous a donné la preuve et nous voulons vous féliciter pour votre rôle fondamental dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale de notre population. Je vous remercie, a mis en exergue le ministre de l'Intérieur. Je tiens à féliciter vos initiatives, dont notamment la création d'un centre pour promouvoir cette paix et qu'on l'a cultivée. Un autre point très important a ajouté le ministre de l'Intérieur dans le cadre de la promotion et le rayonnement de notre pays, la question de la propreté et de l'hygiène de nos rues. Je souhaiterais, a-t-il ajouté, que vous nous accompagniez dans cette initiative afin de veiller à la propreté de notre ville en ces temps de coronavirus. Je voudrais, a-t-il ajouté, le ministre attirer l'attention sur l'occupation ou campement des terrains illégalement. Nous faisons tous les efforts nécessaires pour sensibiliser toutes les personnes et on demande votre appui à faire de même dans vos actions auprès de la population. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Bahamoud, accompagné de sa délégation, est actuellement en déplacement à Genève. Le ministre a été accueilli en son arrivée à l'aéroport de Genève par l'ambassadrice de Djibouti,
À Genève, son Excellence Khadra Ahmed Hassan, cette importante mission d'échange et de renforcement des capacités qui se déroulera du 29 novembre au 3 décembre 2021 a été organisée à l'initiative du directeur du Bureau international de l'UNESCO en partenariat avec les autorités fédérales suisses. Elle verra la participation du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur du Guinée-Bissau, son Excellence M. Cirilo, du secrétaire général Mohamed Saïd Farah du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique de la République du Tchad, ainsi que leurs délégations respectives. Cette visite d'études permettra au ministre de rencontrer les hauts responsables de structures d'enseignement et de formation suisses, la direction de la coopération et les responsables des centres de formation professionnelle ainsi que ceux de l'Institut de formation des enseignants. Cette mission a pour but de créer l'opportunité de venir voir ce qui se fait en Suisse dans le domaine de l'éducation et de la formation pour promouvoir, s'inspirer de l'excellence. Puis dans l'après-midi, les délégations ont été reçues par la ministre de l'Instruction publique et de la formation de Genève pour prendre meilleure connaissance du système éducatif suisse qui jouit à l'évidence d'une réputation bien établie grâce à sa performance et à sa pertinence. Toujours dans l'actualité nationale ou à l'instar du monde entier, à Djibouti, la journée mondiale contre le sida de ce 1er décembre 2021 a été célébrée autour d'un atelier qui s'est tenu à l'hôpital Pelletier, impliquant le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, le représentant de l'ONU-SIDA, M. Farhad Hassan Farah, la représentante du PNUD, la représentante de l'UNICEF, la représentante de l'OMS, la représentante de l'OIM et également plusieurs médecins référents et des hauts cadres du département de la santé. Cette année 2021, 3 thématiques ont été retenues, à savoir mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida et mettre fin à la pandémie. L'atelier a permis de dégager diverses pistes de réflexion autour des thématiques retenues pour débattre et engager des résolutions pérennes, des problématiques récurrentes dans la prise en charge du VIH-Sida, la mobilisation des ressources, la redynamisation des activités de prévention ainsi que le renforcement des capacités des praticiens ont été au cœur des recommandations prises dans cet atelier. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a exhorté tous les partenaires à s'engager davantage pour freiner la propagation du virus sur le territoire. L'amélioration des services de santé et qui mettent la communauté et les bénéficiaires les plus affectés au centre des processus de décision. Le monde est en bonne voie pour atteindre l'objectif de mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida d'ici 2030. Plus de 28 millions de personnes vivant avec le VIH sont désormais sous traitement. Depuis 2010, les décès liés au sida et les nouvelles infections à VIH sont sur le déclin. 47% de décès de moins et 31% de réduction de nouvelles infections. Et ce, grâce à l'augmentation du dépistage et à l'accès aux traitements antirétroviraux. Le représentant de l'ONU-SIDA a rappelé l'engagement de son organisation aux côtés du département de la santé à œuvrer dans la lutte contre la pandémie de VIH-Sida. Écoutons. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances ou d'outils pour vaincre le sida, mais à des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement au VIH. Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent prendre fin de toute urgence si nous voulons éradiquer le sida d'ici 2030. En effet, lutter contre les inégalités n'est pas une promesse nouvelle, mais l'urgence n'a fait que s'accroître. En 2015, tous les pays ont promis de les réduire au niveau mondial et international dans le cadre des objectifs de développement durable. Par ailleurs, l'éradication des inégalités est au cœur de la stratégie mondiale contre le sida 2021-2026. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida et au centre de la déclaration politique sur le VIH adoptée lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida en 2021, où vous avez participé, Monsieur le Ministre.
Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Adili, a exprimé ses vifs encouragements à tous les acteurs de lutte contre le VIH en les exhortant à préserver davantage. Écoutons le ministre de la Santé. Il y a une féminisation, vous l'avez dit, de l'épidémie, avec un sexe ratio femme-homme de 2,4%, et une épidémie qui concerne beaucoup plus les jeunes, c'est-à-dire entre 15 à 24 ans. Chez les femmes enceintes, nous avons une hétérogénéité de l'épidémie, essentiellement concentrée dans la tranche d'âge de 20 à 34 ans, et surtout au milieu urbain. Alors pour atteindre cet objectif de zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH, ce sont les fameux 90, 90 et 90. Il faut que toute personne connaisse son statut sérologique. C'est ça qui est important. Les services de dépistage, donc pour cela, volontaires et confidentiels, sont disponibles dans toutes les structures sanitaires de notre pays. Et notre politique de dépistage est basée sur le respect des principes de consentement éclairé et de confidentialité assurée. Maintenant, l'accès universel à la prévention, au traitement et aux soins donc, est accessible et valable à toute personne, quelle que soit son identité, quelle que soit sa nationalité, sa façon de vivre, ses activités. C'est une approche qui est basée sur le respect des droits humains et l'unique moyen donc de parvenir à un accès universel à la prévention mais aussi aux soins. Cette semaine donc est consacrée à l'organisation de diverses activités de dépistage, de prévention. Je souhaite qu'on n'organise pas seulement une semaine, mais que ce soit vraiment des activités pérennes. Toujours dans l'actualité nationale, le secrétaire d'État chargé des sports a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Cuba à Djibouti, M. Marcelo Torres, dans le but de voir un nouveau cadre de coopération pour les deux pays. Cette rencontre portait essentiellement sur le domaine d'échange entre Djibouti et Cuba. L'ambassadeur s'est entretenu avec le numéro 1 du département conformément aux relations de bonne entente entre les deux États. La présence des Cubains à Djibouti s'est fait ressentir dans le domaine du sport, comme l'a indiqué M. Marcelo. Depuis plusieurs années, une coopération fructueuse s'est tissée entre les deux pays, notamment sur les relations sportives, la présence des entraîneurs cubains aux côtés de la jeunesse djiboutienne et de mise notamment dans les domaines du handball, de l'athlétisme et du fitness où ils apportent leur contribution à l'avancée de ces disciplines. Pour ce nouveau cadre coopératif, les disciplines restent encore à définir. Cuba pourrait intervenir dans divers domaines, soit dans le cadre de formation ou encore d'échange d'expériences. Djibouti qui donne la possibilité aux représentations diplomatiques des pays présents sur son sol de s'intégrer et de s'impliquer dans les collectivités aura énormément à gagner de cette contribution cubaine. Toujours dans l'actualité nationale, sous l'égide de la Banque centrale, le Comité national de la Charia a organisé hier au Centre Salam de formation, de recherche et de consultation un symposium scientifique sur le financement islamique entre théorie et pratique à Djibouti comme un modèle. La cérémonie d'ouverture de ce symposium a été présidée par le président du Comité national de la Charia, M. Ibrahim Ibad Ibrahim, en présence de son adjoint, Cheikh Abdurrahman, et des représentants des banques islamiques de la place, ainsi que de nombreux ulama et les représentants de la société civile. Ce symposium est constitué avec une importante opportunité pour faire la lumière sur le concept de finance islamique, puisque les animateurs ont présidé de documents de recherche sur les systèmes financiers islamiques entre théorie et pratique, en prenant la République de Djibouti comme modèle. Dans un discours prononcé à l'ouverture, le président du comité national a rappelé que les institutions financières ont connu une augmentation remarquable ces dernières années à Djibouti grâce au soutien et aux encouragements du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Il a ajouté que ce symposium comprend d'importants articles de recherche présentés par un groupe de ulama et des experts qui ont une vaste expérience dans le domaine des transactions financières islamiques.
Dans le cadre de la célébration de la 3e édition de la Semaine nationale de l'handicap, le directeur général de l'Agence de la réhabilitation urbaine et du logement social de l'Arilos, M. Abdelrahman Ali Ahmed, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées ANPH, M. Doual Saïd Mahmoud, ont procédé ce mercredi 1er décembre 2021 à la signature de la convention de partenariat dans les locaux de l'ANPH. La présente convention de partenariat a pour objet de fixer le cadre général de partenariat entre Arilos et ANPH en matière d'accès aux logements sociaux, aux parcelles sociales viabilisées pour les personnes en situation de handicap. Dans le but d'améliorer leurs conditions de vie également, ainsi Arilos, pour s'adjoindre à cet élan de solidarité à l'égard des personnes handicapées, s'est engagé à travers la matérialisation de cette convention à faciliter l'accès à la propriété aux personnes handicapées enregistrées dans la base de données de l'ANPH, à les alléger le seuil financier, à adopter encore le principe du tiers payant, particulièrement aux parents ayant en charge des enfants handicapés pour leur permettre d'accéder au logement décent. Nous avons signé avec le directeur général de l'ANPH, M. Douali, pour nous accompagner et permettre de maintenant assainir la situation et de mettre en place un cadre, je dirais, plus formel pour pouvoir donner une opportunité assez grande à nos concitoyens, que ce soit les concitoyens lambda qui arrivent, mais surtout aux concitoyens qui disposent des handicaps majeurs. Et nous allons bien entendu, à travers cette convention, essayer de mettre en place tous les mécanismes et toutes les dispositions qui vont faciliter et permettre à nos concitoyens d'accéder à la propriété foncière et à un logement décent. Donc je remercie M. Doual Saïd qui a donné cette impulsion. Et bien entendu, je souhaite au nom de Mme la ministre et en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe qui est avec moi, un bon anniversaire et une semaine nationale réussie pour que aujourd'hui nous ayons comme le logo aujourd'hui, le motto je dirais de semaine a été l'inclusivité, donc l'inclusion. Donc nous allons veiller à inclure également nos concitoyens en personnes en situation de handicap, à les inclure dans nos programmes que nous sommes en train de mener au sein du ministère et particulièrement au sein de l'Agence d'adaptation urbaine et du logement social. Le directeur de la NPH, M. Doual Saïd, a dans son discours remercié tout d'abord le directeur général de l'Arilos, M. Abdelrahman Ali Ahmed, pour cette initiative fort louable à l'égard des personnes handicapées. Le directeur Doual a rappelé que cette signature est destinée pour les personnes qui ont déjà des revenus financiers. Les autres, fort heureusement, ont été déjà prises en charge par la fondation du président de la République, M. Ismaël Merkele, fondation IOG. En clôturant ses propos, il a indiqué que les modalités d'acquisition de ces logements seront ultérieurement fixées par un décret. Et en effet, il a réitéré ses remerciements et sa marque de reconnaissance pour les directeurs de l'agence Arilos. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, en étroite collaboration avec l'ANPH, ont tenu un atelier de réflexion pour l'automatisation des personnes à besoin dans le domaine de la numérisation, parrainé par le directeur de l'ANCI, M. Mostafa Mohamed, et celui de l'ANPH, M. Doual Saïd. En effet, l'objectif de cet atelier est de présenter les nombreux avantages qu'offre la gouvernance électronique, comme la suppression des contraintes liées à la gestion des dossiers physiques qui occasionnent des doublons, des pertes régulières et l'accès aux informations diminuant, ainsi les problèmes de circulation d'informations et de communication inter- et intra-institutions. En ces terres numériques, l'accessibilité à la nouvelle technologie pour les personnes à besoins spéciaux constitue pour le directeur de l'ANCI une des priorités dans son agenda. De son côté, le directeur de l'ANPH s'est dit ravi des efforts du directeur de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État et son staff aspiré à une collaboration pérenne et fructueuse afin d'offrir des prestations fluides aux bénéficiaires. Dans son mot d'ouverture, le directeur de l'ANCI a mentionné que l'accès facile et inclusif est un défi qu'il a choisi de relever, en d'autres termes, assistance technique aux formations inclusives, afin de pouvoir profiter efficacement des privilèges de la technologie numérique. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la Semaine nationale du handicap, entamée par l'ANPH
depuis le 22 novembre 2021. Il est important de souligner à ce titre que la transformation numérique constitue aujourd'hui une priorité, une préoccupation du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et ainsi se voit confier cette lourde mission de modernisation des services publics. À cet effet, et en partenariat avec l'ANPH, depuis sa création en 2018, l'ANSSI joue le rôle de support et contribue à son échelle au levier de l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux avancées technologiques. En cette ère numérique, l'accessibilité aux nouvelles technologies pour les personnes à besoins spéciaux constitue un véritable défi. Un défi car l'écosystème numérique doit être accessible, doit être utilisable et inclusif, notamment pour les personnes ayant un handicap. Toujours dans le cadre de la semaine nationale du handicap, où le complexe sportif de Roi Fahad a abrité hier un match amical entre une équipe des malentendants et les éléments de la garde-côte. La partie s'est soldée sur un score de 3-1 en faveur des malentendants, devant une foule de spectateurs émus, solennels et enthousiastes. Étaient présents à l'événement le directeur de sport, M. Abshir Ali, M. Saïd Ali, ancien directeur de l'Institut, M. Abdelrahman Abdullahi, responsable sport de l'ANPH, ainsi que plusieurs autres responsables et membres du SOS. Nous sommes là pour soutenir le sport pour les personnes à besoins spéciaux. M. Lao, qui est un coach, un entraîneur et un moniteur dans le domaine du sport pour les personnes à besoins spéciaux, a monté un projet qui consiste à organiser un match de football entre les malentendants et une sélection de la garde-côte. Il nous a soumis ces projets et au niveau du département des sports, nous avons appuyé ces projets et avec la collaboration de l'ANPH, nous avons concrétisé ces projets malentendants contre une sélection de la garde-côte. Et ceci témoigne de l'importance que nous, au niveau du département des sports, nous donnons une priorité pour les personnes à besoins spéciaux. D'habitude, les mardis soirs, il y a la Fédération djiboutienne de football qui s'entraîne ici avec les différentes sélections. Mais nous avons dit déplacer ces créneaux et laisser la place pour ce match destiné à la promotion du football chez les personnes à besoins spéciaux. Donc au niveau du département des sports, nous donnons la priorité à toutes les couches de la population. Les handicapés, les jeunes filles, le milieu carcéral, même les réfugiés, nous prenons en compte dans le cadre de nos activités. Et je remercie les responsables du football au niveau de l'ANPH, M. Lao, qui ne cesse de programmer des rencontres sportives pour les jeunes malentendants, à ce que la pratique des sports soit au cœur de la politique des personnes à besoins spéciaux. Et je lui dis, et je réitère le soutien du ministre chargé des sports et également de l'ensemble de son département. Sport toujours, natation à présent. Ce lundi, pour souffler sa première bougie, la piscine nationale a organisé une journée porte ouverte. C'était l'occasion pour de nombreux jeunes, moins jeunes et enfants de découvrir les activités proposées par les professionnels du domaine. La journée a démarré par une visite de la piscine, puis les animations variées dans les bassins avec séances d'aquabike, stands de présentation et découverte des activités des clubs de natation, plongée, aquagym et apnée. La journée a vu la participation du gestionnaire de la piscine et président de la fédération de la plongée subaquatique, M. Ibrahim Mohamed, et celui de la fédération de la natation, M. Ali Adabo, ainsi que plusieurs membres des fédérations respectives, et sans oublier les parents d'élèves. Le jeune athlète Ayane Abdi Abdullahi était de retour ce matin au pays au terme de sa brillante victoire médaillée d'or en championnat arabe en Tunisie. L'athlète a reçu un accueil triomphal à l'aéroport où de nombreux proches et amis l'attendaient avec impatience et surtout les délégations du secrétariat d'État chargé des sports et de la Fédération djiboutienne d'athlétisme.
Le jeune champion s'est réjoui de ses performances et de l'accueil qui lui a été réservé. De son côté, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail, se félicite de l'exploit de son jeune poulain. C'est vraiment un grand honneur. Ayale est une fierté pour Djibouti. Nous l'encourageons d'aller toujours de l'avant, a-t-il dit, en encourageant les autres jeunes djiboutiens à s'inspirer des efforts fournis par ces champions. Même son de cloche chez le secrétaire général du SOS, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, qui a loué les performances du jeune Ayale avant de rappeler que les mérites revenaient à l'école sport-études d'Ali Sebier, pépinière par excellence des jeunes talents qui se distinguent sur le plan national, continental et international. Sa performance, et il a tout le soutien du ministère des Sports et également des mouvements sportifs. Donc nous nous souhaitons la bienvenue ici chez lui et Inch'Allah il sera récompensé et accueilli comme c'est la... Je vous emmène à Dikil où dans le cadre de la lutte contre les activités de contrebande en tout genre, c'est avec une nouvelle opération coup de poing que la brigade de gendarmerie de Dikil s'est illustrée par son efficacité et son professionnalisme dans ce domaine. En effet, dans la matinée du 29 novembre 2021, les gendarmes de la brigade du Dikil ont réussi à démanteler un réseau de reventes illicites de carburant de contrebande. Suite à l'exploitation d'informations concordantes, les enquêteurs ont ciblé un point de revente illégale. Ainsi, la perquisition menée dans une cargotte située ici sur le bas-côté de la route a permis de découvrir des produits d'origine illégale et destinés à la vente clandestine. Il a été découvert 36 jerrycans d'essence de 25 litres, 34 jerrycans de diesel de 25 litres, ainsi qu'un baril de 200 litres de diesel. Ces opérations s'inscrivent dans le plan d'action de la gendarmerie de Djibouti en vue de freiner les activités souterraines portant atteinte à l'économie nationale. L'ensemble des personnes impliquées ont été présentées devant la justice pour incarcérer à la prison de Gabad. Actualité internationale à présent, je vous le disais dans les titres où les États-Unis ont retiré les FARC de la Colombie de leur liste noire des organisations terroristes étrangères. Cela permet aux responsables américains de travailler avec les ex-rebelles de forces armées révolutionnaires de la Colombie qui se sont engagés dans la vie politique. Cette décision intervient quelques jours après que les rebelles marxistes et les gouvernements colombiens ont célébré le 5e anniversaire d'un accord de paix qui a mis fin à 6 décennies de violence en Colombie. Le département d'État révoque la désignation des FARC en tant qu'organisation terroriste étrangère, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme. À très bientôt.